à toutes et à tous et bienvenue dans cette Bat Review du mois d'octobre 2025. Et je suis accompagné aujourd'hui de Siegfried Salut tout le monde. et de Kevin. Salut. Alors c'est Nico qui nous a passé la main ce mois-ci parce qu'il est occupé et puis il commence à en avoir marre aussi de nos tronches. Donc on s'est dit on va le faire de notre côté, tranquille, voilà. Et pour être honnête avec vous, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast et on aimerait bien que ça marche parce que la première fois le son était pas bon. Donc désolé si ça merde un petit peu de temps en temps, mais vous vous débrouillez puis c'est comme ça. Le mec super sympa, tu sais, avec les gens. De toute façon, vous vous démerdez, vous commencez à me faire chier, voilà. Bon, on va parler de deux petits comics. Donc, on va faire un podcast assez rapide aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec le meilleur comics du mois. Et je pense que c'est Siegfried qui va pas me contredire. Ça va être Sonic versus la Justice League. Alors, Siegfried, je te laisse la main du coup. On peut. Alors déjà, c'est pas versus, hein, c'est un X, c'est pas un V, parce que au contraire, l'équipe de Sonic sera alliée à la Justice League. Et étonnamment, j'aurais jamais cru dire ça un jour dans un podcast, mais effectivement, j'ai préféré un croisement entre l'univers de Sonic et DC Comics, donc vraiment le crossover marketing par excellence, à un comics de Mark Waid. Étonnant. Pourquoi? Bon, déjà, comme vous avez pu le percevoir par rapport au titre, le comics a une cible plutôt enfantine, c'est publié en Urban Blast, c'est quand même plutôt assumé. Bon, le défaut d'Urban Blast, c'est que c'est un label qui est quand même très large, qui inclut à la fois les anciens Urban Kids et les Urban Link. Du coup, ça va vraiment du comics pour les 4-5 ans au comics pour les 15 ans. Bon, là, en l'occurrence, on est plutôt sur une bonne tranche entre les 8-12 ans, je dirais. C'est un comics qui a le mérite de ne pas prendre les enfants pour des idiots, alors qu'on aurait pu s'y attendre vu le genre de sujet. A priori, c'est pas le genre de croisement dans lequel on a d'attendre de la qualité. Parce que déjà, on a vraiment beaucoup de personnages. C'est qu'on n'a pas seulement toute la Justice League et toute l'équipe de Sonic, mais on a aussi les antagonistes. Et quand je parle d'antagonistes, on a Darkseid, c'est quand même pas rien. Et l'équipe de Darkseid, c'est-à-dire que nos héros vont affronter Steppenwolf, vont affronter May Bonheur. Enfin, on ne transige pas avec l'ampleur du panthéon qu'on va mettre en place. Et bon, ça peut demander un relatif investissement, et ça c'est facilité à la fois par le fait que comme on investit l'univers de Sonic, ben, ça reste évidemment manichéen. On a vraiment les gentils qui vont affronter Darkseid qui vient s'emparer des gemmes de l'île de Sonic pour récupérer des pouvoirs. Enfin, enjeu très simple. Moralement, c'est très simple aussi, et c'est encore facilité par le fait qu'il y a plein de parallèles entre les personnages de l'équipe de Sonic et les personnages de la Justice League, Shadow c'est Batman, etc. Et du coup, il y a plein de petits team-up qui se font. Donc ça fait facile aussi pour le lectorat qui ne saurait pas très bien, enfin qui rentrerait dans ce comics par le fait qu'il est fan de Sonic ou par le fait qu'il est fan de Batman. Alors, ça permet de créer des parallèles entre les personnages et donc de mieux assimiler l'univers qu'on connaît moins. C'est plutôt bien fait. Et puis bon, ça permet pendant les pages aussi de ne pas mettre à chaque fois 10 personnages dans chaque case, mais de donner à chaque petit team de personnages une mission à part. Donc ça crée des alchimies qui sont parfois un petit peu artificielles et parfois fonctionnent bien. Il y a quelques fois où on sent qu'on est un peu pris pour des gamins, mais enfin globalement, ça reste plutôt bien écrit. Le vocabulaire est quand même plutôt élaboré par rapport à quoi on a pu s'attendre. Le dessin peut paraître bizarre au début, parce que ça alterne entre des dessins plutôt sérieux, des dessins parfois plus radicalement cartoon. D'ailleurs, on le voit dès la couverture, hein, qui mélange, voilà, comme vous voyez, la Justice League a un trait qui pourrait plus ou moins passer dans des vrais comics publiés en continuité, alors que l'équipe de Sonic est dessinée un peu comme on s'y attendrait de façon un peu plus commerciale, simplifiée, parce que c'est aussi une esthétique qui correspond à celle qu'on attendrait de ces personnages-là. Et en fait, on s'y fait plutôt bien assez vite. C'est plutôt bien dessiné. Il n'y a jamais une planche qui est extraordinaire, mais c'est jamais moche non plus. Et ça donne cette impression plutôt agréable que c'est un vrai crossover qui est fait avec sincérité, qui n'est pas fait pour révolutionner quoi que ce soit, mais qui, par rapport à sa cible et par rapport à son ambition, qui est quand même très marketing, on va pas se mentir, se débrouille vraiment très bien. Donc c'est l'idée d'avoir un crossover. Je fais partie de ceux qui je suis pas attiré, quoi, parce qu'un crossover entre Superman, Batman et Sonic, voilà, ça m'attire pas plus que ça, donc c'est pour ça que j'ai fait l'impasse. D'ailleurs, je précise que je ne connais vraiment pas du tout Sonic et son univers. Enfin, j'ai pu toucher rapidement 30 minutes à un jeu ou l'autre de Sonic, mais c'est pas du tout un crossover qui m'attirait de par cet angle-là. Donc vraiment, mon avis est un avis de personne qui apprécie plutôt Batman, mais qui connaît pas l'univers de Sonic et qui quand même a su apprécier le comics à la fin par rapport à sa cible. Donc, si ça peut aussi vous donner un élément d'appréciation de ma Bah, critique. c'est bien, c'est bien.
Moi, je le voyais Oui, pas oui. comme ça, moi. Ouais. Je pensais que moi, ça allait être un truc, voilà, comme on a d'habitude, comme par exemple Justice League avec Godzilla, par exemple. Voilà, je pensais. Mmh. Ouais. Mais c'est bien, si c'est le contraire, tant mieux. Si c'est mieux. Ouais, après, il y avait eu C'est mieux que des. ça, du coup, Siegfried. C'est mieux que le Justice League versus Godzilla. C'est un peu moins n'importe quoi, en tout cas. Il y a une volonté quand Ouais. même de raconter une histoire et de plaire quand même à son public et de l'enrichir aussi de ces 2 univers. Enfin, c'est plutôt bien fait et c'est beaucoup mieux que, Batman, choqué des Los Imperios qu'on a vu récemment. Enfin, ça fait partie des crossovers qui sont intéressants et bien calibrés pour leur cible. Bon, Mmh. Oui, il y tant avait eu mieux. d'autres crossovers à un moment donné avec l'univers d'Injustice et les Maîtres de l'Univers. Il y avait eu un petit peu des mélanges qui étaient pas mal celui-là, si mes souvenirs sont bons. Il était quand même assez bien. Mais bon, passons à la deuxième lecture de ce mois, qui est Justice League Unlimited tome 2. Alors, Kevin, je te laisse la main pour le coup. Oui, alors celui-ci, il fait un peu plus mal parce qu'on a Mark Waid pour moi au scénario qui est maintenant pour moi c'est une catastrophe un peu Mark Waid. Sur ce tome 2, donc on a la suite des événements du tome 1 qui parle principalement des grands méchants qui s'appelaient Inferno. Donc là, dans ce tome 2-là, on a un grand changement parce que les membres de Inferno se révèlent, ils montrent leur identité. Donc en grand vilain, bien sûr, nous avons le gorilla Grodd, qui est le principal vilain de ce récit. Le mec, il Et spoil direct, quoi. D'entrée de jeu, il bah, spoil. Voilà. on en a parlé déjà, donc bon. Et puis, Oui, mais les gens, ils l'ont c'est pas dès le vu début puisque du c'est livre. la deuxième fois qu'on enregistre. C'est ce que, voilà. Oui, mais je veux dire par là que dès le premier chapitre, en fait, c'est ce qui est révélé. On a les premières pages du premier chapitre qui sont totalement, il faut le dire, mauvaises. On relit quelque chose de Mark Waid comme quelque chose qui rentre tout de suite dans l'action. Voilà, ça laisse pas le temps d'installer quoi que ce soit. On a de l'action qui apparaît comme ça d'un coup. On a les super-héros qui débarquent dans une dimension parallèle. Sinon, à part ça, voilà, il y a rien d'autre à dire. Mais à la fin de ce chapitre, on a Gorilla Grodd qui arrive et en gros qui dévoile un peu son plan de ce qu'il va faire et tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé le premier chapitre extrêmement mauvais, mais j'ai trouvé que l'idée de avoir caché, enfin, je pense qu'à mon avis, ils ont pas réfléchi, ils ont réfléchi seulement après, à installer donc des méchants qu'on connaît tous dans ces membres-là d'Inferno. Moi, j'appelle ça sauver les meubles. C'est vraiment, ils ont vu qu'ils allaient faire vraiment un truc vraiment pourri avec ces Inferno et ils ont transformé ça avec d'autres super vilains qu'on connaît très bien. Donc ça, c'est du Mark Waid tout craché. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce Justice League Unlimited, il est en crossover avec le Batman Superman World's Finest. Donc on a un chapitre où on est dans le présent, un autre chapitre où on est dans le passé, et ça va être comme ça pendant tout le récit. Et du coup, ça peut être assez confus au moment où on lit l'histoire, parce que en plus de ça, ce qui n'aide pas, c'est que Batman et Superman ont pratiquement les mêmes costumes. Donc à un moment donné, on passe d'une page à l'autre, on a le passé, le présent, le passé, le présent. Donc voilà, ça prête aussi à confusion, c'est assez difficile à lire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le fait de recycler aussi un peu les méchants qu'on a du passé, parce que là, bien sûr, on a un récit assez complexe avec le passé, le futur, le présent. Mark Waid est allé piocher des vilains du passé pour les mettre dans le présent et également pour les super-héros qu'on a là en première page. D'ailleurs, qui est assez décevant parce que à la fin du chapitre, on les voit apparaître seulement à la fin du chapitre, pardon. Et moi, j'en attendais un peu plus quand même. Je voulais voir, par exemple, là, on a le Batman de Scott Snyder et de Greg Capullo. Bah, lui, il dit pas une seule phrase, par exemple. Il dit pas un mot, il dit pas une seule phrase. On le voit simplement à la fin du chapitre, comme tous les autres, hein, d'ailleurs. Il parle à peine. Enfin voilà, ils apparaissent uniquement pour l'action, chose que Mark Waid vise beaucoup en ce moment. Hein, c'est principalement ça. Et voilà, donc pour moi, globalement, c'est un récit qui vient simplement essayer de sauver quelque chose qu'ils ont tenté de faire avec le tome 1, qui était une véritable catastrophe avec ce type de méchant-là, Inferno.
Donc là, pour moi, c'est mieux, mais c'est pas du tout encore ça, quoi. C'est voilà, donc comme je dis, c'est du Mark Waid. C'est un peu confus, c'est de l'action, et voilà. C'est sympa, mais sans plus, quoi, pour moi. D'accord. Bah, c'est vrai que donc du coup, on terminait le premier chapitre avec, donc cette société, enfin le premier tome avec cette société secrète qui était Inferno, où on savait pas trop, ce que c'était ou quels étaient leurs plans et cetera. Effectivement, là, du coup, c'est révélé dès le tome 2. Il y a également un membre de la Justice League, un nouveau membre de la Justice League, qui est, un traître. Qui fait partie, on va dire, de cette société secrète sans véritablement le vouloir ou comprendre le pourquoi du comment dans ce tome. Et c'est vrai que ça va très très vite. Il y a des allers-retours dans le passé et dans le futur. À la fin, effectivement, on a beaucoup de personnages d'univers parallèles ou alors du passé qui reviennent pour former une team-up et combattre les méchants. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'action. Moi, ce qui m'a le plus dérangé là-dedans, c'est le fait qu'effectivement, on retrouve des vilains du passé qui ont un rôle complètement secondaire et qui parlent pratiquement même pas. Donc, je trouve qu'il y a une flemme de la part de Mark Waid d'aller créer de nouveaux personnages ou un nouvel enjeu ou quoi que ce soit. Il est allé simplement repiocher dans ce qui avait déjà été fait. Et effectivement, hormis beaucoup d'actions, des réactions pas forcément cohérentes de la part de l'ensemble des super-héros, je pense que c'est un truc qu'on pouvait voir dans les années, je sais pas moi, dans les années 70. C'est un bon récit des années 70, je pense. Ouais, c'est Voilà. ça, en fait, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Mark Waid est resté coincé dans son temps, on va dire. Siegfried, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Que je suis pas d'accord, parce que pour moi, ça aurait été très mauvais dans les années 70. Non, mais j'ai pas dit qu'ils étaient bons dans les années 70, les récits. Oui, mais enfin, Oui, mais c'est les un 70, récit c'est le Batman de Denis O'Neill, c'est quand même autre chose que cette espèce de fatras, de on sait pas trop quoi, il y a rien qui est mûr. Comme vous, je partage aussi cette impression d'une espèce de bond en avant, parce que le problème, c'est qu'à la fin du premier tome, on se fichait complètement d'Inferno. Et même, Ouais. on serait passé à autre chose. Personne ne se demandait quelle était leur identité, si c'était des gens connus ou pas. Enfin, vraiment, on s'en fichait complètement. Je pense que l'éditeur a constaté aussi ce désintérêt total des gens pour Inferno et s'est dit avec Mark Waid, bon, bah, si les gens s'en désintéressent, bah écoute, on va prendre 10 super vilains hyper emblématiques et dire voilà, c'est eux Inferno, comme ça va doper l'intérêt de façon complètement artificielle en mettant une galerie de têtes connues. Le premier temps, bah, comme vous l'avez très bien signalé, que ces têtes connues, c'est pratiquement, enfin, ça relève de l'incohérence la plus pure de voir, par exemple, l'un des 10 personnages, c'est Bizarro, un autre, c'est le Joker. À quel moment est-ce que le Joker est dans une équipe de 10 super vilains en acceptant d'être un sous-fifre de Grodd? Il doit dire 2 répliques à tout casser pendant tout le volume qui relève du Joker. Il ne fait jamais aucune action qui soit une action du Joker. Et en fait, on aurait eu une équipe de 10 sidekicks complètement lambda, les 10 premiers humains ou 10 premiers singes venus avec Grodd en chef. On aurait eu exactement le même comics. Donc c'est Ouais. plutôt grave quand on essaye de nous faire croire que la plus grande, on nous dit dans le comics, la plus grande menace que la justice ait jamais affrontée, ben là, c'est une équipe de Luthor, de Bizarro, du Joker qui ne sont jamais ces personnages-là, qui n'exploitent jamais leur pouvoir, qui ne sont jamais n'exploitent jamais leurs caractéristiques ou leurs particularités. Enfin, on se dit aussi qu'une telle équipe, forcément, à la rigueur, faites un comics uniquement sur cette équipe. Faites un Justice League Dark où on ne voit que c'est parce qu'il y aurait un truc certainement à travailler sur les dynamiques conflictuelles entre ces personnages qui tentent de vaincre la Justice League, qui ont un plan super, mais qui en fait ont trop de problèmes d'ego ou d'inconsistance les uns avec les autres, d'incompréhension ou d'ambition contraire pour travailler ensemble. Là, au contraire, tout le monde travaille ensemble de façon hyper harmonieuse, à part une planche ou deux, et jamais on ne sent qu'un de ces personnages est vraiment ce personnage-là. C'est vraiment que des prête-noms, et prendre le Joker ou l'épouvantail comme prête-nom, c'est un souci. Et ça montre vraiment un problème d'écriture. Voilà, comme dit, pour moi, c'est pas juste une impression. Ils ont vraiment pris des ombres de cette kick quelconque et on dit, bon, bah, ça va être le Joker parce qu'il faut doper l'intérêt des gens, ce qui est plutôt embêtant. Alors qu'au début, j'étais plutôt emballé par le fait que ça n'avait pas les défauts du premier tome. Un des défauts du premier tome, c'était que vous vous en souvenez, déjà, il y avait la première partie, la dernière partie, c'était l'alpha et l'oméga d'Absolute. Mmh. Alors que le reste du comics ne parlait pas du tout d'Absolute. Du coup, il y avait un mélange de continuité de temporalité, d'arcs différents qui créait juste une confusion pas possible. Là, au moins, tout ça ne raconte qu'il n'y a qu'un seul arc, il n'y a qu'un seul combat, il y a
une équipe de gentils, une équipe de méchants, et des enjeux qui sont bien plus clairs. Et malgré cette clarté des enjeux, effectivement, il y a une construction qui est parfois un peu bizarre, parce que on remonte dans le passé, puis on remonte dans une temporalité entre le passé et le présent, puisqu'on nous raconte d'abord la première rencontre entre la Justice League Enfin, d'abord, c'est la Justice League qui combat Grodd, puis on voit la première rencontre entre la Justice League et Grodd, puis on voit comment Grodd a recruté les méchants, puis on continue l'histoire. J'ai comme l'impression que ça aurait pu être raconté dans l'ordre chronologique. Ça aurait pu être fait, parce que ces comics appartiennent à des fascicules différents. Parce que les vrais comics, c'est Justice League Unlimited, mais sinon, ce qui raconte le passé, ça vient, comme on le disait, de Superman, Batman, World's Finest, et la composition d'Inferno, ça vient d'un annual. Donc en fait, c'est un choix d'Urban de les avoir mis dans cet ordre-là. Et je ne pense pas que les premiers fascicules donnent forcément envie de connaître le passé de Grodd. Donc ça aurait été plus intéressant de commencer par le passé de Grodd et de montrer petit à petit comment il devenait cette espèce de grande menace à la fin, plutôt que d'essayer de créer un pseudo-mystère pour apporter des réponses à des questions qu'on ne se posait pas vraiment. Enfin, soit, bon, avec le défaut aussi que le comics, donc hyper important, qui est celui de la composition de l'équipe. Comment est-ce que Grodd parvient à remonter dans le temps pour convaincre tous ces super vilains de faire une équipe? C'est aussi celui qui est le plus mal dessiné. Pareil, c'est un peu étonnant et un peu embêtant, mais vraiment, quand on dit que c'est fait par Clayton Henry, ce qui tranche vraiment avec le reste, parce qu'on a quelques comics faits par Dan Mora, on en a qui sont faits par Travis Moore, qui essaye d'imiter un style à Dan Mora et qui se débrouille pas trop mal. Et donc vraiment, ces comics supposés importants par Clayton Henry, c'est une vraie catastrophe. Et bon, Grodd, un des intérêts, c'est que Grodd, c'est plutôt original. On ne le voit pas tant que ça dans les comics, alors que c'est un passage qui effectivement est très puissant, et quelque part, on se dit que oui, à faire tout un arc uniquement autour de Grodd, bah tiens, ça change un peu, c'est plutôt rafraîchissant. Bon, le souci, c'est que ses pouvoirs ont l'air de changer d'un fascicule à l'autre, voire d'une planche à l'autre, et on peut avoir l'impression que c'est un truc classique, quoi. Il est tout puissant, et puis la scène suivante, il se fait battre. On ne sait même pas comment il se fait battre, tellement il apparaissait tout puissant au début. Et il y a quand même un moment où il parvient à prendre possession de l'esprit de Superman, et on se dit, mais s'il veut prendre possession de l'esprit de qui il veut, comme ça en un claquement de doigts, c'est bon, la Justice League ne peut plus rien faire. Et la scène suivante, il essaie de convaincre quelqu'un de trahir son équipe, mais juste en lui parlant et en manipulant un peu son esprit, mais sans prendre possession de son esprit non plus, vraiment par une espèce de manipulation mentale qui est beaucoup plus intéressante aussi. Donc pourquoi est-ce que c'est à la fois un rhéteur super intelligent, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est voir Grodd en tant que personnage intelligent. Enfin, c'est toute la base de Grodd quand le personnage a été créé, c'est d'avoir ce gorille qui en fait est plus intelligent que n'importe quel humain, qui a sans doute au moins l'intelligence de Luthor, voire plus encore, et qui est un des personnages les plus intelligents de DC Comics, alors que c'est un singe. Et le voir essayer de manipuler les gens en leur parlant, ça avait un impact. Alors que juste montrer qu'il peut prendre possession de l'esprit des gens, déjà c'est un pouvoir dont on s'attend à ce qu'il exploite ensuite tout le temps, et il le fait pas, on se demande pourquoi. Et puis c'est un pouvoir qui est totalement inintéressant, parce que bon, le gentil qui se retourne contre ses copains parce qu'on a pris la possession de son esprit, c'est un ressort qu'on a déjà vu des milliers de fois et qui pose plus de questions de cohérence que de vraies questions d'enjeux dramatiques. Donc c'est un peu du gâchis, et ça diminue un peu l'intérêt qu'on attache à Grodd, d'autant que, comme c'est très mal composé, et vraiment, il y a un gros problème dans l'écriture de Waid, qui fait que les combats sont souvent très confus, à la fois parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais même parfois, on ne comprend pas comment on passe d'une vignette à l'autre, et il y a notamment un twist, notamment quand un personnage s'avère être Grodd, où on ne comprend pas comment tel personnage se retrouve en fait dans tel lieu à la vignette suivante, et se dévoile sous une nouvelle forme encore après, et comment tel personnage apparaît à tel endroit. Enfin, c'est vraiment extrêmement confus. Et bon, la plupart des combats, vraiment, on visualise pas du tout où on se trouve. Et c'est plutôt embêtant parce que, comme vous l'avez dit aussi, Wade a un peu renoncé à bien écrire pour être dans une espèce de fuite en avant de pur combat. Et ça, on le constate depuis les premiers World's Finest, où vraiment il y a de moins en moins de planches avec des personnages qui parlent, et de plus en plus de combats dans tous les sens, parce que bon, c'est aussi plus facile à écrire, faut pas se mentir. Mais le problème, c'est que ça demande un certain talent de composition chorégraphique, dont Wade a pu faire preuve dans les années 2000, et dont là, il fait plus tout preuve, enfin, il fait plus aucun effort, et du coup, ça fait que ces combats n'ont même pas tant d'enjeux que ça, parce qu'il y a trop de personnages. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a tout à coup, mais vraiment à la fin, c'est d'autres personnages qui apparaissent, donc Terry McGuinness, le Batman de Snyder, Jonah Hex, enfin des gens dont on se demande même qu'est-ce qui fait qu'on voit ces personnages-là et pas d'autres, une ancienne version d'Harley Quinn, pourquoi est-ce qu'ils surviennent et pas d'autres. Et j'ai lu le comics il y a 2 semaines, je saurais même plus vous dire comment ça se fait que ces personnages interviennent. En gros, il y a, à force de manipulation dans les temporalités, il y a c'est vraiment un truc de comics, quoi. Il y a des gros explosions dans tous les sens, du coup on comprend plus rien, et du coup ça ouvre des failles vers d'autres univers, et puis le scénario fait que tel personnage intervienne parce qu'ils intéressent Mark Waid. Mais on sent vraiment le prétexte comics qui n'est pas du tout justifié par l'intrigue, avec une couverture du coup qui est choisie par Urban et qui est complètement mensongère, parce que les personnages que vous voyez sur couverture et dont vous dites tiens c'est intéressant, on va voir la Justice League Unlimited de Waid qui croise ces anciens personnages-là. Qu'est-ce qui se passe? En plus, ils sont
dans des postures plutôt agressives? Est-ce qu'il y aura un combat entre les deux Justice League? Qu'est-ce que Terry McGinnis vient faire là-dedans ou Jonah Hex? Enfin, on se dit que ça va donner lieu à des choses intéressantes et en fait, ces personnages apparaissent littéralement pendant 2 planches, ne parlent pas, ne font preuve ne manifestent aucun caractère particulier, n'ont aucune dynamique, de groupe ni entre eux, ni par rapport à la Justice League et en fait, sont juste là pour, peut-être, enfin sans doute, teaser une crise qui interviendrait après, parce que bon, bah, quitte à avoir fait la plus grande menace jamais affrontée par la Justice League, soi-disant, bah, autant faire une crise après, hein, Mark Waid on n'est pas à ça. Enfin vraiment, tu vois, toujours cette idée, cette logique de fuite en avant, toujours plus de personnages, toujours plus d'enjeux, alors qu'on ne ressent pas ces enjeux, qu'on se fiche de ces personnages et que, encore pire, enfin nous balancer comme ça 10 nouveaux personnages alors qu'il n'a pas su écrire les 10 précédents, sans vraiment nous expliquer ce qu'ils font là et quel va être leur rôle par la suite et sans du tout les impliquer dans l'intrigue qu'on vient de voir, mais en les mettant quand même en couverture, heu, bah, c'est assez catastrophique parce que ça ne fait que nous décevoir, ça ne fait que créer des attentes. Déjà que le comics n'arrive pas à poser ses enjeux et ne sait faire par rapport à ses propres enjeux, alors créer des attentes en plus pour nous décevoir, c'est vraiment une preuve de défaut d'écriture, voilà, qu'on retrouve vraiment à tous les niveaux. Dans l'écriture des personnages, dans la composition des enjeux et dans la composition des planches par rapport à la manière de chorégraphier l'action. Il y a vraiment pas grand chose qui marche. Et bon, bah, si j'avais donné un 0 sur 5 au premier tome, je crois que c'était mon premier 0 sur 5 depuis qu'on donne des notes sur Batman Legend. Là, on doit être à 1 ou 1,5 et pas plus, parce que vraiment, rien ne fonctionne, mais rien ne fonctionne pas juste en tant que. On pourrait dire, c'est juste bon, au pire, c'est un petit divertissement, voilà, ça va dans tous les sens, c'est pas très grave, et puis il y a un Grodd qui est pas mal, c'est appréciable. Mais non, il y a vraiment des problèmes réguliers où on se dit, mais non, c'est pas possible. N'importe quel scénariste un peu trublion qui sortirait d'école et à qui on confie un Justice League va faire mieux que ça parce qu'il va faire des efforts. Et là, on sent au contraire un complet lâcher prise, mais voilà, un lâcher prise où c'est carrément du je m'en foutisme parce que n'importe qui verrait les problèmes qu'il y a là. Et c'est à se demander comment toute une équipe éditoriale de DC Comics, pour qui on imagine qu'un Justice League Unlimited par Wade, ça a comme un peu d'enjeux commerciaux, comment toute l'équipe éditoriale de DC Comics peut laisser passer ça. Ouais et puis, Le les truc, c'est personnages que qu'on voit à la fin, en fait, vont, intégrer une nouvelle équipe avec Mister Terrific, pour faire une nouvelle série. Donc finalement, là-dedans, il va repiocher encore ces personnages-là pour refaire une série dérivée. je suis pas sûr que ça marche. Je sais alors tu vois, moi ces équipes-là, généralement, comme un peu ce qu'ils avaient fait les Exilés chez Marvel, c'est des équipes qui me plaisent parce que justement, ils sont sortis de leur contexte et cetera. Ils ont leurs propres Oui. problématiques. Ça peut être très intéressant. Après, Après, j'espère que faut c'est voir si ça pas, sort en scénarisé France. par Mark Waid. Mais je voulais dire une chose aussi, rien que pour se rendre compte, je rebondis sur ce qu'a dit Siegfried pour les personnages qui apparaissent à la fin. Par exemple, le Barry Allen de l'ère Rebirth, Ouais. il apparaît juste dans une case et la seule phrase qu'il dit, c'est «Où je suis». Et après, on le voit même plus du tout dans une seule scène de combat. On le voit même Parce qu'il pas. va trop Le vite? Bah, peut-être. Pareil pour l'ancienne Wonder Woman, par exemple. Je parle de ceux qu'on voit en couverture. La Wonder Woman, l'ancienne Wonder Woman, elle dit pas un mot, on la voit à peine. Le seul qui apparaît un peu plus et qui parle plus, c'est le Aquaman. Mais sinon, à part ça, c'est tout, c'est tout. Et c'est ça qui est décevant aussi, c'est ça. On s'attend à la fin à ce qu'il y ait un truc de fou en voyant une couverture comme ça, et non, on est encore sur notre fin, quoi. Donc bon, c'est dommage, c'est dommage. On verra la suite au prochain épisode, pas prochain épisode de Batman Legend, au prochain tome de Batman, Le tome 3, quoi. de Justice League Unlimited, tome 3. Ouais, que Donc malheureusement on on a dit s'infligera, vraiment pour vous pour vous épargner ça, mais bon, vous l'avez compris, on n'a pas non plus beaucoup d'espoir. c'est sûr. Donc, pour toi, c'était un 1 sur 10, Kevin? Non, 1 sur 5, hein, pardon. Kevin, tu donnerais combien? Non, moi je mettais 2,5. 2,5. Tu gentil quand même, tu gentil. Je Ouais. vais dire un 2 comme ça au moins on fait une petite moyenne. Et pour le Sonic, du coup, on n'avait pas fait, toi? Non, Kevin, on va dire, non, tu l'as pas lu. Je fais Donc, pas partie, je fais pas partie. ouais, non, 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 moi je l'ai survolé honnêtement, donc je m'amuserai pas à donner une note. Siegfried, tu lui donnes combien du coup? Bof, 3,5, mais en tenant compte de la cible, c'est pas un comics qui m'a emporté autant que les 3,5 habituels, mais objectivement, je trouve que c'est un comics qui est très bien Ouais. adapté à ses cibles et c'est assez rare déjà pour être mentionné, pour être valorisé, donc 3,5 ça me paraît bien.
Donc, messieurs, dames, vous qui regardez, je ne lancerai pas d'Alex Siegfried pour ça, de toute façon, parce que je n'ai pas le son dans tous les cas, et parce que ça ferait trop plaisir à Nico, déjà dans un deuxième temps. Ouais, puis si on commence à les lancer pour des 3,5, franchement, c'est vraiment que vous êtes désespérés. Ouais, exactement. Pourquoi ça me fait passer, moi Tout le monde va avoir l'impression que je suis un grognon pour qui un 3,5 c'est un chef-d'œuvre. Enfin bon, c'est terrible. Bah, on essaye de trouver quelque chose de positif. Bon, toi déjà, rends l'argent et puis après on verra. Non, moi je partage un peu l'échec d'Urban parce que là, ça se voit. On me les donne, qu'est-ce que tu veux? je dis pas non. Bon, messieurs, quelque chose à rajouter pour ces 2 magnifiques volumes? Bah, moi, j'espère juste qu'avoir un tome 3 qui est un peu plus, voilà, qui remonte vraiment la pente, parce que là, avec Mark Waid, toujours au scénario, voilà, pour moi, ça fait pas le taf. Donc, j'espère vraiment qu'on aura un vrai Justice League, voilà, qui me rappelle l'ère de Jeff Jones. Voilà. Parce que moi, j'avais vraiment adoré cette période-là, et j'aimerais retrouver ça quand même, parce que ça fait super longtemps. Effectivement. Bon, et ben c'est sur ces sages paroles que nous allons nous quitter. On se retrouve la prochaine fois pour c'est un battle que je crois sur bon, vous verrez bien. Voilà, on est en train de préparer ça de notre côté. On fait une petite surprise. Laisse le Merci suspense. messieurs. Ouais, du suspense énormissime. C'est une série sur Amazon. Donc, on vous dit à la prochaine fois. Merci messieurs. Et puis, lisez bien. Salut. À bientôt.